Bonjour à toutes et tous, je suis Pauline Polliard, directrice de la rédaction de Bâti Actu. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette journée nationale de la qualité de l'air. On en a parlé. Ravie d'animer cette matinée de travail après avoir animé déjà la matinée de lancement il y a maintenant un peu plus d'un an justement de l'OQEI. Que de chemin déjà parcouru. Aujourd'hui, les données sur la qualité de l'air intérieur dans les logements vont vous être présentées, le résultat de la campagne Logement 2. Nous ferons le point également au niveau européen et nous dresserons ensemble encore les constats, les défis, les enjeux à relever encore pour améliorer la qualité de l'air de nos logements, de l'air intérieur, et engager surtout cette transition, on l'a beaucoup répété, vers la qualité des environnements intérieurs. Que peut-on tirer comme enseignement de la campagne Logement 2 ? Quelle vision européenne ? Comment avancer pour améliorer non seulement la qualité de l'air intérieur, mais aussi celle des environnements intérieurs pour les logements ? Quels sont les apports, bien sûr, de l'OQEI sur ces questions ? C'est à tout cela que nous allons essayer de répondre ce matin. Petit mode d'emploi, bien sûr, ce colloque est aussi un espace d'échange. Donc, bien évidemment, vous aurez l'occasion de pouvoir poser vos questions après chaque session. On va commencer tout de suite, ne perdons pas de temps. Je vous propose de nous pencher sur la qualité de l'air intérieur des logements avec la présentation de la deuxième campagne d'observation de la qualité de l'air intérieur, dont on sait qu'elle est un critère déterminant de la santé et du bien-être pour les occupants. Le terrain s'est fini en février 2023. Quels sont les résultats et quels enseignements peuvent en être tirés Bienvenue, Olivier Ramalho, ingénieur et chercheur en qualité de l'air intérieur au CSTB et chef de mission de l'OQEI. C'est à vous. Merci beaucoup, Pauline. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter ces résultats de cette campagne nationale Logement 2. Avec un angle de vue, on va parler surtout de l'évolution en fait, des niveaux observés entre les deux campagnes. La première campagne qui s'est déroulée entre 2003 et 2005 et puis la deuxième qui s'est déroulée de novembre 2020 à février 2023. Donc, tout d'abord, en fait, quels étaient les objectifs de cette campagne nationale logement ? Cette campagne qui finalement fait la transition entre l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur et l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs, même si ici, je vais surtout parler de qualité d'air intérieur. Cette campagne avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, déterminer quelle était l'évolution de la qualité de l'air depuis 15 ans dans le parc de résidence principale en France hexagonale. Déterminer également les niveaux d'exposition de la population à des polluants émergents au sens métrologique du terme, qui étaient jugés prioritaires sur la base d'une hiérarchisation sanitaire. Et puis également déterminer les situations, identifier les situations à risque par le biais de questionnaires relatifs au contexte extérieur, aux caractéristiques du logement des ménages et des habitudes de vie, ainsi que leurs ressentis. Et puis c'était également l'occasion de documenter la dynamique de la qualité de l'air intérieur par le biais de capteurs qui aujourd'hui permettent d'enregistrer de manière en continu certains paramètres et donc d'explorer cette variabilité à court terme de la qualité de l'air intérieur. Et enfin, il y avait deux autres sujets qui sont portés par Santé publique France, le lien de la pollution avec l'état de santé des habitants et aussi la perception et la connaissance des risques liés à la qualité de l'air intérieur. Alors, dans l'exposé d'aujourd'hui, je vais surtout répondre en fait au premier objectif, qui est l'évolution des niveaux entre les deux campagnes. Quelques chiffres de cette campagne nationale Logement 2. La population cible, c'est le parc des résidences principales en France hexagonale continentale, avec des enquêtes qui ont été réalisées entre novembre 2020 à février 2023 en toutes saisons confondues, sur un échantillon cible qui était de 600 logements. 600 logements, en fait, qui est un chiffre établi par rapport à la précision qui était voulue de 10% sur les percentiles de distribution des concentrations en composés organiques volatiles à l'échelle nationale. Donc une seule campagne de mesure a été réalisée par logement, d'une durée d'une semaine. Et c'est une campagne qui a mobilisé 16 équipes d'enquêteurs et 8 laboratoires d'analyse sur l'ensemble des polluants qui ont été mesurés. Et bien sûr, les premiers résultats attendus, l'a rappelé Isabelle Momas tout à l'heure, c'était d'avoir justement une distribution des concentrations de chaque paramètre mesuré à l'échelle du parc des résidences principales.
Alors tout d'abord, comment ont été choisis ces logements? En fait, les logements, les logements qui ont participé à l'enquête ont initialement participé à l'enquête de santé européenne en 2019. Donc il y avait, lors de cette enquête, il y avait plus de 14 000 participants qui ont répondu à une question spécifique s'ils voulaient en savoir plus sur la qualité de l'air intérieur. Et sur les 14 000 participants, il y en a 3 667 qui ont répondu favorablement. Et donc à ces plus de 3 600 participants, on a envoyé en détail, voilà, qu'est-ce qu'on comptait faire au niveau de l'enquête, au niveau de la campagne. Et donc, sur ces 3 667 personnes, il y a 750 personnes qui ont donné un accord de consentement pour éventuellement participer. Et finalement, sur ces 750 accords, on a réalisé 571 enquêtes. Donc 571 enquêtes, on s'est rapproché finalement de notre objectif cible qui était de 600 logements. Donc on a atteint 95% de notre objectif. Et ces 571 enquêtes se répartissent dans 321 communes à l'échelle de la France hexagonale continentale. Alors, vous avez ici... Sur votre gauche, ici, donc une carte qui représente les communes dans lesquelles au moins une enquête a été réalisée. Donc vous voyez que la répartition est assez diverse. On touche pratiquement tous les départements. Mais surtout, le plus important, en fait, ce n'est pas uniquement la qualité de l'air dans ces logements qui nous intéressait, c'était d'étendre ces résultats à l'échelle du parc des 30 millions de résidences principales. Donc, de passer de l'échantillon ici à une représentation qui couvre l'ensemble des 30 millions de résidences principales. Alors comment on fait cela? En fait, on va attribuer un poids à chaque logement enquêté. Et ce poids, en fait, est déterminé en 3 phases. La première, c'est la modélisation de la probabilité de donner son accord pour transmettre ses coordonnées. Deuxième étape, la modélisation de la probabilité d'avoir participé à l'étude. Et enfin, un calage sur les marges INSEE, qui sont en fait les distributions à l'échelle de la population. Et donc, à partir de là, donc les résultats qu'on observe au niveau d'un logement, des 571 logements, est directement exprimé à l'échelle du parc. Alors, quels sont les polluants qu'on a recherchés? On a recherché plus de 170 polluants. Alors, tout d'abord, il y a une hiérarchisation sanitaire qui a été réalisée. Et à partir de là, on a sélectionné en fait des polluants sur la base de cette hiérarchisation sanitaire pour être mesurés. Sur ces polluants qui ont été retenus, il y en a 62 qui avaient déjà été recherchés dans la première campagne. Donc, parmi lesquels on a des composés organiques volatiles mesurés par prélèvement passif, donc avec le P que vous avez ici, ou au contraire par prélèvement actif, donc à l'aide d'une pompe, c'est les 23 COV que vous avez ici. Donc d'autres polluants mesurés, ce sont des composés organiques semi-volatiles qui ont été recherchés dans l'air, ici, les particules fines avec la fraction PM2,5, le dioxyde d'azote, les aldéhydes et également le radon. Et bien sûr, on mesure également le CO2 comme un indicateur de confinement. Et sur l'ensemble de ces polluants, finalement, vous voyez qu'on n'en a que 13 qui ont des valeurs de référence qui nous permettent aussi de positionner ces résultats par rapport à l'évaluation, une évaluation de risque. À côté de ça, on a également mesuré en fait des pesticides. Donc comme l'a rappelé tout à l'heure Benoît Vallet, c'est des pesticides qui ont été établis par rapport à une liste qui est réalisée par la phytopharmacovigilance de l'ANSES. Et on a mesuré 81 pesticides en phase gazeuse et particulière dans l'air et 92 pesticides dans les poussières des logements. Et c'est des résultats que je vous présenterai plus tard au cours de l'année. Donc ça ne sera pas présenté dans le cadre de cet exposé, malheureusement. Alors, en termes de mise en œuvre des polluants, donc l'enquête a consisté à réaliser 2 visites à 7 jours d'intervalle par 2 enquêteurs de terrain. Elle a comporté des mesures intégrées, à la fois par des prélèvements par diffusion ou des prélèvements actifs par prélèvement d'air avec des pompes, et puis des enregistreurs sur l'ensemble de la semaine d'enquête. Donc vous avez ici le dispositif qui a été mis en œuvre au niveau de la Chambre, donc, qui abrite en fait différents instruments de mesure, les prélèvements par diffusion de composés organiques volatiles, d'aldéhydes, d'oxyde d'azote, un enregistreur de CO2, de température, d'humidité, et également
un dosimètre pour la mesure du radon au niveau de la chambre. Au niveau du séjour, on a un dispositif qui est un peu plus conséquent, en fait, avec ici un caisson insonorisé qui abrite les pompes de prélèvement pour diminuer au maximum le bruit des pompes de prélèvement, avec une tête de prélèvement pour la mesure des particules, fraction fine PM2,5, des cartouches d'absorbants pour mesurer les pesticides, les composés organiques semi-volatiles, et puis également les prélèvements de COV, un capteur qui permet de suivre différents indicateurs de qualité de l'air intérieur, et puis là encore une mesure de radon. Et enfin, à l'extérieur, vous avez aussi un dispositif qui permet de suivre différents composés, donc notamment les composés organiques volatiles, le NO2, et puis la température. Donc à cela, l'ensemble de ces mesures s'ajoute tout un volet en fait de questionnaires qui vont documenter les différentes caractéristiques des logements, des ménages. Donc c'est des questions qui vont être posées à différentes échelles, à l'échelle du logement, à l'échelle du ménage, à l'échelle de l'individu, donc des occupants de ces logements, à l'échelle des pièces également. Donc il y a une inspection à vue aussi au niveau des enquêteurs qui vont examiner chaque pièce du logement, quels étaient les revêtements, quels sont les équipements présents, et puis aussi des questionnaires auto-administrés qui vont permettre de documenter, par exemple, l'occupation du logement par chaque occupant du logement et les activités qui ont été réalisées sur la semaine d'enquête. Donc, c'est un jeu conséquent de données qui permet aussi, en fait, croiser avec les données de prélèvement, de mesure, de documenter des situations et de rechercher, en fait, les déterminants et les situations à risque. Alors du coup, on arrive justement à ces fameux résultats. Qu'est-ce qu'on a pu observer par rapport à la première campagne ? Alors justement, donc on va y venir. Donc au niveau des résultats que je vais vous présenter, donc comme je vous l'ai dit, on va faire le focus sur les polluants qui ont été mesurés à la fois dans la première et la deuxième campagne exclusivement. Donc je ne vais pas présenter d'autres résultats. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter le rapport. Vous avez en fait une myriade d'informations au niveau du rapport. Le choix qui est présenté ici. On rappelle que tout est bien sûr disponible. Hein. Les données sont transparentes. Donc, pour commencer, je vais parler des composés organiques volatiles qui ont été prélevés au niveau de la chambre. Alors, les composés organiques volatiles, en fait, ça comporte en fait différentes familles chimiques, et je vais m'intéresser plus particulièrement à 3 d'entre elles. Les hydrocarbures, notamment les hydrocarbures aromatiques les plus légers, donc les BTEX, benzène, toluène, éthylbenzène, xylène, les terpènes et les COV chlorés, et puis également les aldydes, mais qui ont été mesurés avec une autre technique. Alors, chaque COV en fait a une source multiple qui provient en fait de sources multiples dans le logement, ou que ce soit au niveau de sources extérieures. Pour les BTX notamment, vous avez ici, ils sont plutôt liés en fait à des processus de combustion et de solvants. Donc les sources extérieures, c'est principalement le trafic, les émissions industrielles, les feux, les processus de combustion ouverts. En intérieur, vous allez retrouver aussi d'autres processus de combustion, le tabagisme, les bougies, les encens, le chauffage domestique, cheminée à foyer ouvert par exemple, la proximité d'un garage communicant, et puis également le stockage de carburant ou de solvants dans son logement. S'agissant des terpènes, on va s'intéresser à deux d'entre eux, les deux principaux, le limonène et la fapinène. En fait, ce sont des agents parfumants qui sont très utilisés dans les produits domestiques qu'on utilise au quotidien, ou encore comme désodorisants d'intérieur. Mais on va les retrouver aussi de manière naturelle dans les produits de bois ou ameublement bois. Et puis les COV chlorés, donc on va parler surtout de 3 d'entre eux, le trichloroéthylène, le tétrachloréthylène ou perchloroéthylène, et le paradichlorobenzène. Donc ce sont des composés qui sont utilisés plutôt comme solvants et qui sont liés aussi à des émissions industrielles. Pour le tétrachloroéthylène, il a été utilisé dans le nettoyage à sec comme solvant aussi. Et puis pour le paradichlorobenzène, il a été utilisé comme agent désinfectant biocide, notamment au niveau des boules antimites.
Premier résultat, au niveau des BTEX, sur la famille des BTEX, on va s'intéresser au benzène. Donc vous avez ici la distribution du benzène mesurée en intérieur, alors qui est représentée sous cette forme de boîte à moustache, sachant que le trait du milieu correspond à la concentration médiane. Ça veut dire la concentration pour laquelle on a 50% des logements qui sont au-dessus et 50% des logements qui sont en dessous. Et puis la barre haute du rectangle correspond au 75e centile. Vous avez 25% des logements qui se situent au-dessus de cette valeur. Et la barre basse, c'est le 25e centile. Vous avez 25% des logements qui se situent en dessous. Donc vous avez ici une valeur médiane au niveau des logements, au niveau du benzène, qui est de l'ordre de 1,2 microgrammes par mètre cube, sachant que finalement le benzène a été détecté dans pratiquement 96% des logements. Et c'est le cas de la plupart des BTEX, détectés dans plus de 95% des logements. Le benzène a, lui, une contribution majoritairement extérieure pour 61% des logements. On a observé, en fait, un dépassement en fait, dans 1,4% des logements qui dépassait la valeur repère de gestion en air intérieur de 6 microgrammes par mètre cube qui a été établie par le Haut Conseil en santé publique. Alors qu'au niveau des niveaux extérieurs, on ne dépasse jamais 6 microgrammes par mètre cube. Si on regarde maintenant par rapport à la première campagne, donc vous avez sur votre gauche la distribution observée au niveau de la première campagne en 2003-2005 et sur la droite, la distribution observée au niveau de la CNL2. On observe en fait une baisse de 47%, donc exprimée en termes d'écart relatif de la concentration médiane au niveau du benzène par rapport à la première campagne. Cette baisse, en fait, elle peut être liée à plusieurs choses. Tout d'abord, au niveau extérieur, on a également observé une baisse des niveaux de benzène à l'extérieur, une baisse notamment des concentrations, de la proportion de logements qui dépassaient de 2 microgrammes par mètre cube. Et puis, d'autres facteurs qui étaient potentiellement en cause, c'est notamment des actions qui ont été menées par les politiques publiques au niveau des réglementations. Tout d'abord, l'interdiction des composés, des substances dangereuses, cancérogènes, mutagènes, réprotoxiques, dont le benzène, dans les produits de construction de décoration depuis 2009. Il y a eu également l'étiquetage sur les précautions d'usage d'utilisation de bougies et d'encens qui peut avoir contribué en fait à cette baisse, et le fait également que le benzène ait été choisi pour avoir une VGAI, une valeur guide d'air intérieur réglementaire, qui s'applique plutôt au niveau des ERP, mais depuis 2011, on a une valeur réglementaire sur le benzène. Et puis enfin, on a observé aussi par rapport à la première campagne une baisse des logements enquêtés avec fumeurs, qui est passé de 44% à 25%. C'est aussi un facteur qui est venu contribuer à la baisse observée. Si je passe maintenant aux composés organiques volatiles chlorés, donc vous avez ici la répartition d'un d'entre eux, c'est le tétrachloroéthylène, à l'intérieur du logement, à l'extérieur du logement. Alors vous voyez que finalement le rectangle est tout ramassé. C'est uniquement lié au fait que finalement il est très peu détecté dans les logements et il est très peu détecté à l'extérieur. Donc vous avez en fait moins de 25% des logements qui ont détecté des COV chlorés, donc notamment le tétrachloroéthylène, le PCE et le paradichlorobenzène, et encore moins pour le trichloroéthylène, qui a été détecté dans moins de 5% des logements. Et ces composés organiques volatiles chlorés sont encore moins présents à l'extérieur, et ils sont présents dans moins de 6% des cas pour les 3 COV chlorés recherchés. Un seul dépassement a été observé, donc, qui représente 0,05% des logements, donc c'est relativement faible, pour le trichloroéthylène par rapport à la valeur repère de gestion de qualité de l'air intérieur de 10 microgrammes par mètre cube établie par le Haut Conseil en santé publique. Et par contre, cette même valeur n'a jamais été dépassée à l'extérieur. Donc par rapport à la première campagne, on voit une baisse nette, très nette des niveaux qu'on avait observés, de l'ordre de 80% à 90% en termes de valeur médiane. Et c'est grosso modo la même chose aussi pour les autres composés. On est entre 80% de baisse à 98% de baisse pour le paradichlorobenzène.
Là encore, quels sont les facteurs qui peuvent être mis en cause? C'est l'interdiction des substances dangereuses, notamment le trichloroéthylène faisait partie de cette liste-là. L'étiquetage obligatoire des produits de construction, donc des émissions de COE par les produits de construction. L'interdiction d'usage du paradichlorobenzène dans les produits biocides depuis 2008 et la restriction d'usage aussi en tant que produit désodorisant depuis 2014. Pour le perchloroéthylène, donc tétrachloroéthylène, c'est l'interdiction progressive en fait, d'utilisation dans les pressings depuis 2016 qui peut aussi expliquer cette baisse observée depuis 15 ans. Si je passe maintenant aux terpènes, donc vous avez ici donc les concentrations à la fois en intérieur et extérieur pour le limonène et pour l'alpha-pinène. Première chose que l'on voit, c'est qu'on a un net décalage des niveaux de concentration à l'intérieur par rapport à l'extérieur. On n'en trouve quasiment pas à l'extérieur. Et par contre, on a des niveaux qui atteignent 10 à 20 microgrammes par mètre cube en valeur médiane pour ces substances-là. Sachant que ce sont des substances qui sont potentiellement allergisantes quand elles sont utilisées à très forte concentration. Et il s'agit notamment des COV qu'on va retrouver parmi les substances, les COV les plus concentrées, à plus forte concentration dans les logements. Donc, vous voyez ici, par exemple, vous avez des situations où on peut dépasser plusieurs centaines de microgrammes par mètre cube pour le limonène, mais également pour l'alpha-pinène. Là encore, finalement, à quoi ils sont liés? En fait, ces fortes concentrations mettent en évidence l'impact des produits domestiques. L'inconvénient, quelque part, qu'on l'on a, c'est qu'aujourd'hui, ils ne disposent pas de valeur de référence. Donc, on ne sait pas dire si ces niveaux, un niveau de 100 microgrammes par mètre cube, voire 2000 microgrammes par mètre cube, est considéré problématique ou non. Donc, on n'a pas la capacité de le dire aujourd'hui. Et n'ont pas été mesurés dans la première campagne de logement, donc on n'a pas pu faire cette comparaison par rapport aux autres substances. Une autre famille chimique, les aldéhydes, donc notamment les aldéhydes les plus légers, le formaldéhyde et l'acétaldéhyde. Les sources du formaldéhyde, c'est essentiellement l'utilisation de résine au niveau des produits dérivés du bois, mais également comme agent de désinfection de surface. Et pour l'acétaldéhyde, on va plutôt le retrouver associé, là encore, à des processus de combustion, le tabagisme, la cuisson ou des processus de combustion diverses. Vous avez donc ici les distributions en formaldéhyde et d'acétaldéhyde au niveau de la chambre de la personne de référence du ménage. On est à une valeur médiane de 14 microgrammes par mètre cube pour le formaldéhyde, 8 pour l'acétaldéhyde. C'est des substances qui sont détectées dans tous les logements. Le formaldéhyde on a vu un dépassement en fait, de la valeur de gestion provisoire de 30 microgrammes par mètre cube qui a été proposée par le Haut Conseil Santé publique dans 6% des logements. Par contre, la valeur repère de gestion de l'acétaldéhyde, qui se situe à 160 microgrammes par mètre cube, n'a jamais été dépassée. Et par rapport à la première campagne, on observe une baisse de 30%. Ici, au niveau du formaldéhyde, une baisse similaire a été observée pour l'acétaldéhyde. Là encore, les facteurs mis en cause, c'est l'étiquetage, donc, dans lequel le formaldéhyde est listé. Le formaldéhyde dispose aussi d'une valeur guide air intérieur réglementaire au niveau des ERP. Et pour l'acétaldéhyde, on peut mettre aussi en lien avec la baisse de logements avec fumeurs qui a diminué, passant de 44% à 25%. Au niveau des particules, donc des particules ont été mesurées par prélèvement avec analyse des filtres et pesée de ces filtres. Les sources principales, là encore, en fait, ce sont des processus de combustion, essentiellement. Le tabagisme, les émissions de bougies, d'encens, la cuisson, les cheminées, à foyer ouvert notamment. En extérieur, ça va être plutôt le trafic, les émissions industrielles, le chauffage domestique, chauffage résidentiel, et l'ensemble des processus de combustion et feu ouvert. Vous avez donc la distribution des particules en intérieur qui vous est donnée ici, avec une valeur médiane à 13 microgrammes par mètre cube, mais vous voyez en partie haute on peut dépasser plusieurs centaines de microgrammes par mètre cube dans certains logements.
Et ici, une distribution qui vous est donnée au niveau extérieur. Alors, les particules n'ont pas été mesurées directement à l'extérieur, mais ce qui vous est présenté, en fait, ce sont des données modélisées, spatialisées, qui ont été rapprochées des logements et qui vous donnent aussi une indication des niveaux de particules qu'on observait sur la même période. Et donc, avec une valeur médiane autour de 8 microgrammes par mètre cube. Mince, pardon. Donc, on les retrouve dans tous les logements. La contribution, elle est autant extérieure qu'à l'intérieur. Donc, moitié des logements pour lesquels on va retrouver en fait plutôt une contribution extérieure, des niveaux très proches des niveaux intérieurs très proches des niveaux extérieurs. Et inversement, lorsqu'on a une contribution intérieure, on voit que les concentrations peuvent être très élevées, ce qui fait qu'on a un décalage au niveau des deux distributions que l'on voit ici. On observe des dépassements de valeurs de référence. Donc on a 70% des logements qui dépassent la valeur cible établie par le Haut Conseil en santé publique en 2013 de 10 microgrammes par mètre cube. 43% des logements dépassent la valeur recommandée journalière de 15 microgrammes par mètre cube, donc au moins un dépassement sur la semaine. Et puis 11% des logements qui dépassent 50 microgrammes par mètre cube, qui est la valeur d'action rapide, donc là encore établie par le Haut Conseil santé publique, valeur à partir de laquelle il est recommandé d'agir pour limiter les expositions aux particules. Donc, c'est un des paramètres pour lequel on a le plus de dépassements observés dans les logements aujourd'hui. Par rapport à la première campagne, on a une baisse d'environ 30% observée. Donc vous avez ici les niveaux mesurés de l'ordre de 19 microgrammes par mètre cube à 12 microgrammes par mètre cube. Alors attention, ici, on n'est pas à l'échelle du parc parce que, en fait, notamment dans le cadre de la première campagne, on avait une perte assez importante en termes de validation de données. Donc on n'a pas pu faire cette comparaison à l'échelle du parc. On a été obligé de la faire uniquement à l'échelle de l'échantillon. Donc on voit une baisse sur la valeur médiane de 33%. On voit aussi également une baisse significative de la proportion de logements qui dépasse 15 microgrammes par mètre cube, qui est passée de 70% lors de la première campagne à 43%. Là encore, on a des facteurs potentiellement en cause. Tout d'abord, une stratégie de mesure qui était un peu différente. En effet, lors de la première campagne, on a favorisé le prélèvement de particules en soirée et durant le week-end, là où l'occupation du logement était maximale. Alors qu'au niveau de la CNL2, on a vraiment mesuré sur l'ensemble de la semaine. Donc, il peut y avoir, ça peut être un des facteurs aussi qui va favoriser la différence observée. On a également, donc là encore, la baisse des logements enquêtés avec fumeurs qui peut être un facteur possible de baisse. L'étiquetage sur les précautions d'usage des bougies et d'encens. Et puis aussi, comme l'avait indiqué Benoît tout à l'heure, il y a eu des actions en termes de réduction des émissions extérieures, donc notamment au niveau du plan particules, donc qui a recherché à diminuer les émissions de particules, que ce soit au niveau du secteur des transports, de l'industrie, du secteur du tertiaire ou résidentiel, notamment dans le cadre de différents plans nationaux santé-environnement, le PNSE2, le PNSE3 notamment, et qui se poursuit aujourd'hui avec le PNSE4. Je vais vous parler également, pour en finir, sur un autre polluant, donc le radon. Le radon, lui, il est d'origine naturelle. Il est plutôt associé en fait à certaines zones géologiques que vous avez ici représentées en rouge, qui sont potentiellement à risque en termes de radon. Donc c'est un gaz d'origine naturelle, lié à la nature géologique des sols, et en fait on va le retrouver au niveau des bâtiments par le biais en fait de défauts d'étanchéité au niveau du plancher bas, et il va remonter plus ou moins dans l'ensemble du logement en fonction des conditions d'aération et de ventilation. Les mesures ont été réalisées en partenariat avec l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, avec des mesures en période hivernale sur 2 mois, de novembre à fin mars, avec une mise en place par l'enquêteur où l'occupant dans 3 pièces du logement, une pièce de sommeil, une pièce de vie et la pièce la plus basse du logement, avec une récupération et un envoi au laboratoire par l'occupant. Vous avez ici la distribution du radon qui est en fait c'est l'activité volumique maximale observée au niveau du logement, qui est exprimée en becquerel par mètre cube.
on a un niveau médian ici de l'ordre de 40 becquerels par mètre cube, mais on voit qu'on a aussi quelques logements qui vont atteindre plusieurs centaines de becquerels par mètre cube, voire dépasser 1000 becquerels par mètre cube. Donc le radon a été mesuré à des niveaux détectables dans plus de 71% des logements. Et on a près de 8% des logements qui dépassent le niveau de référence réglementaire de 300 becquerels par mètre cube. Ce sont majoritairement des logements qui se situent en zone potentielle de radon élevé, catégorie 3. Et parmi ces logements, on a 0,7% une proportion de 0,7% des logements qui dépassent la valeur de 1000 becquerels par mètre cube, valeur qui implique une recommandation de mise en œuvre de travaux correctifs lourds pour diminuer les niveaux d'exposition. Par rapport à la première campagne, on a des niveaux qui sont des distributions qui sont relativement similaires. Vous voyez ici, la première distribution, avec des valeurs médianes très proches. Donc il n'y a pas d'évolution, finalement, c'est un des seuls paramètres sur lesquels on n'a pas observé d'évolution entre les deux campagnes. Malgré cela, on voit quand même qu'en partie haute ici, on a un peu plus de logements qui sont en valeur élevée. Donc on a une évolution de 3% à 7,6% de logements qui dépassent 300 becquerels par mètre cube, mais c'est aussi lié au fait à l'échantillonnage de la deuxième campagne pour lequel on a beaucoup plus de logements qui sont en zone de catégorie 3 par rapport à la première campagne. Et donc, ce n'est pas un facteur pour lequel qu'on a pris en compte dans la pondération de nos résultats. Merci beaucoup pour tous ces résultats. Donc, on l'a vu en plus sur tout le long de votre présentation, il y a eu énormément de choses qui ont été faites au niveau des politiques publiques, et c'est forcément lié avec ces baisses observées. C'est ça. C'est qu'effectivement, on a cherché à comprendre ces baisses et donc à associer en fait les baisses pour chaque substance à des actions, à des facteurs qui sont potentiellement en cause. Donc je vais les rappeler ici. Donc d'abord, il y a des actions qui ont été mises en place pour la réduction des émissions de polluants dans l'air ambiant. Donc pour citer que sur les aspects d'émissions, on a moins 48% des émissions anthropiques en particules et moins 40% en composés organiques volatiles non méthaniques entre 2005 et 2020. Donc pour l'air extérieur. Donc c'est des choses, ces actions de réduction dans l'air ambiant, finalement, indirectement, elles vont aussi se répercuter au niveau des environnements intérieurs. Il y a aussi des dispositions réglementaires propres à la qualité de l'air intérieur qui ont permis de réduire les émissions à la source, notamment donc l'interdiction des substances dangereuses dans de nombreux produits et dans de nombreux usages, l'étiquetage donc des émissions de produits de construction et de décoration, donc une forme d'incitation à la réduction des émissions. L'étiquetage aussi des précautions d'usage, donc aéré, ventilé lorsqu'on utilise les bougies et les encens. L'instauration de VGI réglementaires, notamment pour le formaldéhyde, le benzène et le radon. Et puis aussi la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Alors, ce n'est pas directement le logement. Par contre, indirectement, ça rajoute, en fait, ça vient sensibiliser l'ensemble des populations concernées, à savoir le personnel technique des mairies, le personnel enseignant et également les parents d'élèves. Donc l'ensemble de ces populations se voient sensibilisées aussi par le biais de ces actions-là. Et quelque part, ça incite aussi à modifier son comportement et réduire les émissions. Le parc également a changé. Il y a eu une évolution depuis 15 ans en termes de réglementation thermique. Il y a eu 3 réglementations thermiques depuis 2005, la RT 2005, la RT 2012, la RE 2020, et qui visait justement une meilleure maîtrise de la perméabilité à l'air pour avoir de meilleures performances énergétiques. On voit que lorsqu'on regarde sur le démarrage de la CNL2, on a environ 15% du parc construit qui a été construit après 2005 et 9% après 2012. Donc cela implique pour cela, en fait, on voit qu'on a une baisse possible de la part des logements avec système de ventilation, donc qui est passé de 21% à 15%. Donc c'est une baisse avérée qu'on a observée, et avec aussi un impact possible sur le renouvellement d'air qui est aujourd'hui encore en cours d'évaluation. Par rapport à 2005, on a aussi
Plus de substances avec des valeurs de référence. Il y en avait très peu à l'époque de la première campagne logement, qui s'était dédiée à l'air intérieur, spécifiquement à l'air intérieur. Donc, plus 15 valeurs guides d'air intérieur qui ont été établies par l'ANSES depuis la première campagne. 7 autres valeurs de référence en termes de gestion ont été établies aussi par le Haut Conseil Santé publique entre cette période-là. Il y a eu énormément d'études aussi depuis 15 ans, donc une amélioration du socle de connaissances en qualité de l'air depuis cette période-là. Une multiplication également des actions de sensibilisation pour l'ensemble des acteurs, que ce soit le grand public, à travers des guides, à travers des sites internet, à travers des quiz, des outils interactifs, des vidéos et des formations également. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a eu un événement particulier en 2020, donc l'épisode de pandémique, le Covid-19, qui a eu des conséquences. D'une part, il y a eu des recommandations aussi de la part des pouvoirs publics en termes de désinfection, en termes aussi de pratiques d'aération pour éviter la contamination et la transmission des agents pathogènes. Et également, on a vu une évolution aussi du rapport de la population au logement, avec une part plus importante du télétravail, donc une durée d'occupation plus importante et associée à cette occupation plus importante, plus d'activités domestiques, donc possiblement également plus d'émissions, en tout cas d'un certain type. Merci beaucoup. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de tout cela? On en a déjà tiré pas mal. Bon, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de fumer, ça c'est sûr, et encore plus chez moi. Mais du coup, voilà, quelle perspective, quelle conclusion et quelle perspective peut-on tirer de tous ces résultats? Alors avant tout, effectivement, donc là j'ai listé donc les actions des politiques publiques qu'on a pu identifier entre 2005 et 2020. Donc on voit que clairement elles ont forcément eu un impact. Par contre, ce qui est plus difficile à déterminer, c'est la valeur de la contribution exacte que chaque mesure a pu fournir à cette baisse. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à formuler. C'est finalement l'impact de tout ensemble qui fait que ça peut. C'est ça, c'est le cumul. En fait, c'est le cumul des actions qui a permis qui se concrétise en fait en baisse. Alors, vous avez vu qu'il est plus ou moins marqué selon les substances. C'est pas les mêmes niveaux. On a certaines substances qui n'ont pas évolué, d'autres qui baissent de 30%, et puis on a certaines qui baissent jusqu'à 98%. Donc pour conclure, effectivement, on a une deuxième campagne qui est très riche en données par rapport à la première. On a mesuré beaucoup plus de choses. Donc on a une richesse de données assez importante, avec des mesures de polluants à la fois dans l'air et dans les poussières. On a observé pour pratiquement la grande majorité des composés, des substances recherchées, une contribution majoritaire des sources intérieures, sauf pour le benzène, le dioxyde d'azote non plus, donc je ne l'ai pas évoqué ici, mais qui ont plutôt une contribution extérieure, et puis les particules qui sont finalement entre les deux. On a à la fois à moitié contribution extérieure, à moitié contribution extérieure. On a observé une baisse généralisée, pratiquement pour l'ensemble des polluants, par rapport à la CNL1, notamment sur les composés chlorés. On voit qu'en fait, par rapport à ça, une influence des dispositifs réglementaires que j'ai évoqués précédemment. Moins de logements avec fumeurs par rapport à ce qui a été au niveau de la CNL2. Une augmentation des actions de sensibilisation à la qualité de l'air intérieur. Pour le radon, il n'y a pas de variation significative observée entre les deux campagnes. Malgré tout, tout n'est pas rose. On a vu qu'il y a des logements qui étaient à des niveaux parfois très élevés. Donc les logements qui vont être avec des niveaux élevés pour un, voire plusieurs polluants simultanément. On a observé des dépassements de valeurs de référence, notamment pour les particules, au niveau des valeurs cibles, 70% des logements qui dépassent cette valeur cible de 10 microgrammes par mètre cube, mais aussi pour d'autres polluants, pour le radon, 8% des logements, le formaldéhyde, 6% des logements, le NO2, 3% des logements, et le benzène, 1,4% des logements. On a également beaucoup de substances pour lequel on n'a pas de valeur de référence, donc on a du mal à positionner finalement, à dire est-ce que les niveaux observés, même s'ils sont élevés, est-ce qu'ils sont préoccupants ou non. Donc aujourd'hui, on est incapable de le dire pour un grand nombre de substances, dont certaines sont déjà suspectées d'avoir des effets, notamment en termes de perturbations endocriniennes. Donc il y a un réel besoin de développer des valeurs de référence pour pouvoir aussi se prononcer, interpréter ces niveaux mesurés.
Par rapport à l'international, on a des niveaux qui sont comparables, voire légèrement, voire inférieurs à ce qui a été observé, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord. Les participants, on a transmis en fait les résultats individualisés aussi aux participants en positionnant leurs résultats par rapport à des valeurs de référence et par rapport aussi à des valeurs médianes au niveau de la population. Et puis, je rappelle également que les résultats sont en ligne, donc au niveau du rapport, et également les données des 2 campagnes, CNL2 et CNL1. Alors, quelles prochaines étapes maintenant ? Il faut aussi continuer à avancer. Est-ce qu'on peut envisager une prochaine campagne aussi ? Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces données ? J'imagine que ce n'est pas terminé. Non, loin de là. Effectivement, comme je l'ai dit, on a une très grande richesse de données. Donc, on en est au début. Donc, le rapport qui a été mis en ligne au début de l'été, c'est un premier rapport, hein, donc il répond surtout au premier objectif. Et vous avez vu qu'on a toute une liste d'objectifs qu'on s'était fixés. Et donc, il y a beaucoup plus de choses. On est en cours en fait d'élaboration de nouveaux travaux. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure. Tout d'abord, d'ici normalement fin du mois prochain, on devrait présenter les niveaux de concentration en pesticides dans l'air et dans les poussières des logements. On est en train de travailler aussi sur la présence de moisissures au niveau des logements, mettre à jour un petit peu les résultats qu'on avait observés lors de la première campagne sur ce sujet-là. On est en train d'établir aussi un état de la ventilation dans les logements. Là encore, mettre à jour ce qui a été observé dans la première campagne. On est également en cours de recherche des facteurs déterminants, donc explicatifs, des concentrations de polluants afin d'identifier des leviers d'action. Et puis, tout ce qui relève également de l'analyse de la variabilité à court terme. Et toutes ces données-là, finalement, comme il a été rappelé précédemment, sont des données qui vont permettre d'actualiser un certain nombre d'études, notamment l'évaluation d'impact sanitaire, et puis venir aussi en appui à l'élaboration de valeurs de gestion de recommandations par le Haut Conseil en santé publique. Merci beaucoup, hein, merci pour toutes ces données. C'est une sacrée présentation, hein, bravo. Merci. Vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Alors, on va prendre le temps de quelques questions, peut-être rapides, si vous en avez. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Sylvain Broyer de la FFB, l'Union des génies climatiques. Une question, vous parlez des logements, mais est-ce que vous avez isolé des différences entre les logements équipés de VMC et les logements non équipés ? Alors ça fait partie de nos travaux en cours, justement, sur l'état de la ventilation. Donc, on est en train de regarder ces aspects-là. Là, pour l'instant, c'est vrai que ce que je vous ai présenté, on s'est focalisé sur une image nationale, tout logement confondu, sans, pour l'instant, essayer d'isoler des groupes de logements entre eux. Mais c'est en cours. Merci beaucoup. Alors, monsieur là-bas. Bonjour. Tribu, Bureau d'études développement durable. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, comme oui, ça on vous voit mieux. Merci. Vous parliez du radon tout à l'heure et qu'il n'y avait pas eu de différence au niveau des concentrations entre la première mesure et la nouvelle mesure. Je me posais la question du coup de la ventilation dans les logements. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution sur les pratiques de ventilation dans les logements ? Notamment, vous parliez que le Covid avait amélioré peut-être les pratiques des gens. Et du coup, je me posais la question vis-à-vis du radon. Au final, les gens n'ont peut-être pas au final changé leurs pratiques ni améliorer leur ventilation. On va en discuter aussi pendant la table ronde tout à l'heure de cette question, justement. Alors, c'est aussi un des sujets qui fera l'objet des travaux en cours. Hein. Donc, on est sur l'état de la ventilation. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments à vous donner par rapport à ça. Effectivement, j'ai évoqué l'épisode pandémique de Covid. Donc, c'est une hypothèse. Hein. Effectivement, il y a eu des recommandations des pratiques d'aération. Est-ce que ça s'est traduit dans les faits ? On regarde ce qu'on a observé. Pour l'instant... Ouais, j'ai pas la réponse. Difficile de le savoir. Et puis en plus, j'imagine que ça bouge aussi en fonction des régions et des endroits où on se trouve, évidemment. Alors, monsieur là. Bonjour. Pierre Caclin, de la société Fellows Qualité d'air. Déjà, bravo pour le travail, parce que c'est vrai qu'on mesure la quantité de travail que ça a dû représenter. C'est incroyable. Bravo. Merci à vous. Et ma question, en fait, est-ce que ce type d'étude pourrait être prévu pour des bâtiments non résidentiels qui ont donc un autre usage que pour les logements, et évidemment qui ont aussi probablement des techniques de ventilation différentes. Voilà, c'était ma question. Merci.
Alors, il y a eu d'autres campagnes qui ont été menées dans d'autres environnements intérieurs. Il y a une campagne école qui a été menée entre 2014 et 2017. Une campagne bureau qui a été réalisée un peu avant. Et puis, avant celle-ci, c'était la campagne sur les établissements médico-sociaux. Et on est sur une méthodologie relativement similaire. Alors, bien sûr, il y aura des différences en termes de stratégie de mesure, en termes de polluants recherchés, et aussi au niveau des questionnaires, pour s'adapter à ces milieux-là. Mais c'est des données qui existent déjà, qui sont déjà disponibles, notamment tout ce qui relève des écoles et des établissements médico-sociaux est déjà disponible sur le site, logiquement. Oui. Et de toute façon, on le sait, c'est des choses que l'Observatoire va continuer à exploiter. Merci beaucoup. Vous avez encore une toute dernière question, mais très rapide, s'il vous plaît. Bonjour, Samantha Dagan du laboratoire central. Je voulais savoir, est-ce que vous avez observé une spécificité, par exemple de la région parisienne, parce que c'est ce qui nous intéresse, qui est liée à la densité. On n'est quand même pas pareil que dans les autres régions. Et nous, on fait ce genre de prélèvement et on est très loin des niveaux que vous observez aujourd'hui, en fait. C'est une bonne question. Alors, cette campagne, elle a une force, c'est de pouvoir exprimer les résultats à l'échelle d'un parc. Par contre, elle a une faiblesse, c'est qu'on n'arrive pas à descendre en échelle. Donc, il nous est incapable, on n'est pas représentatif d'une région, donc on est incapable de répondre à cette question aujourd'hui. L'idéal, effectivement, ce serait de pouvoir avoir ce type de démarche pour lequel on soit représentatif à plus basse échelle et pouvoir avoir une quantité de données beaucoup plus importante. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, malheureusement. On va développer plein de boîtiers partout. Monsieur, une dernière question. Oui, une dernière question, Pierre Creveillet, Aldès. Est-ce que dans vos évaluations, vous êtes en mesure de donner des informations sur la porosité de l'enveloppe des bâtiments qui ont été instrumentés ? Et je sais que vous travaillez sur la ventilation, mais je crois comprendre que vous avez mesuré les performances des systèmes de ventilation dans le cadre de cette campagne. Est-ce que vous avez d'ores et déjà une idée de ceux qui étaient conformes à la réglementation et ceux qui ne l'étaient pas ? Merci. Alors, au niveau de la porosité de l'enveloppe, il n'y a pas de mesure qui est spécifique qui est réalisée. Donc, il faut voir qu'on est dans des conditions d'occupation réelle des logements. C'est toujours difficile à mettre en place en situation réelle. Donc, finalement, c'est pas une campagne qui est dédiée à cet objectif-là. Donc, on saura répondre via des proxys au travers des questionnaires dans une certaine mesure. Par contre, de manière fine, on ne pourra pas renseigner, par exemple, la perméabilité à l'air de l'enveloppe. On n'aura pas cette information clairement établie. Après, en termes de performance de ventilation, effectivement, on a réalisé des mesures de débit aux bouches de ventilation au niveau des pièces. Donc, c'est des choses qui sont en cours. Donc, là encore, j'ai pas des éléments aujourd'hui à vous transmettre, malheureusement. Merci beaucoup. Merci encore, Olivier. Je pense que vous pouvez l'applaudir pour cette très belle présentation.